vous voyez que cette baignoire, si elle continue à augmenter, à cause de la combustion d'énergie fossile, elle risque de déborder. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une petite fuite ici. Alors je ne vous ferai pas les problèmes, de mathématiques de primaire sur les plombiers et à quelle vitesse l'eau s'écoule quand il y a un trou, mais c'est à peu près ça. Il y a un petit trou ici, en vert, qui est en fait ce qu'on appelle les puits de carbone. Et les puits de carbone, c'est des puits de carbone surtout naturels, c'est tout ce qui est la forêt, tout ce qui est les sols, notamment les sols agricoles, en fait, tout ce qui peut générer de la photosynthèse et donc qui peut retirer du carbone de l'atmosphère grâce à la nature en faisant pousser des végétaux sur des sols. Également les océans qui captent du carbone de façon naturelle dans leur cycle. Donc tout le sujet, c'est est-ce qu'on sait augmenter ces puits de carbone pour réussir à absorber le surplus d'émissions de gaz à effet de serre. Le jour où l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre sera égale à l'augmentation des puits de carbone, on atteindra ce phénomène de neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on n'augmente plus le volume de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère, tout ce qui est augmenté est finalement en même temps réduit ou retiré par des puits de carbone. Donc c'est ça la neutralité carbone, et c'est ça ce qu'on veut atteindre depuis l'accord de Paris, depuis la COP 21 en 2015, dans laquelle tous les pays signataires, il y en a quasiment 200, s'engagent à atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais la neutralité carbone, ça veut tout rien dire. C'est à quel niveau de réchauffement climatique on atteint la neutralité carbone. Si on l'atteint en 2250, on sera à plus 8 degrés et la Terre ne sera pas vivable. L'objectif de l'atteindre en 2050, c'est qu'on sait que jusqu'à 2050, la température va continuer à augmenter. L'objectif, c'est de la limiter en dessous de 2 degrés et si possible à 1,5 degré, en atteignant au plus vite cette neutralité carbone, donc en réduisant nos émissions. C'est le pilier numéro un. Et en augmentant nos puits de carbone, c'est le pilier numéro 2 pour y arriver. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire finalement la compensation carbone ou la contribution carbone pour une entreprise? Toujours ce cabinet Carbone 4 qui a ensuite été repris par l'ADEME a essayé de créer ce qu'ils ont appelé la Net Zero Initiative, qui est une matrice que vous voyez ici qui permet à une entreprise d'appliquer finalement un peu à son échelle les objectifs de la COP 21 et donc de la neutralité carbone collective en 2050. Ce que vous voyez en haut, c'est les leviers, notamment à l'échelle française. À l'échelle française, on a ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, qui est la mise en application stricto sensu de l'accord de Paris, qui est la stratégie de la France au niveau du territoire pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Grosso modo, pour vous dire ce que ça signifie, c'est diviser par 6 nos émissions par rapport aux années 1990, qui étaient en gros à 450 millions de tonnes de CO2 à l'échelle du territoire français émises chaque année, les diviser par 6 pour arriver à 80-85 millions de tonnes d'ici 2050, et multiplier par 2, ce que vous voyez ici en vert, nos puits de carbone, pour passer grosso modo de 40 millions de tonnes à 85 millions de tonnes séquestrées chaque année. Si on est bien en 2050 à 85 millions de tonnes émises et 85 millions de tonnes séquestrées chaque année, on aura atteint ce niveau de neutralité pour ne plus augmenter les émissions nettes au niveau du territoire français. Qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle d'une organisation? Ça veut dire, le pilier A et la priorité, c'est réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est ce que j'imagine vous avez déjà commencé à regarder, c'est-à-dire faire un bilan carbone, mesurer quelles sont vos émissions de gaz à effet de serre dans votre chaîne de valeur et travailler un plan de réduction à court, à moyen et à long terme pour réussir à réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième pilier, pilier B, c'est comment, notamment à travers vos produits et services, vous pouvez réduire les émissions chez les autres. Donc dans votre chaîne de valeur, je vais prendre un exemple alors qui ne concerne pas votre secteur d'activité mais qui est assez parlant. Une entreprise qui fabrique et commercialise des vélos, par exemple, si l'utilisation de ces vélos se fait en remplacement de l'utilisation de la voiture, ça va bien éviter des émissions chez les autres. Parce que utiliser un vélo, c'est beaucoup moins émetteur de gaz à effet de serre qu'utiliser une voiture. Donc ce serait dans ce pilier B de réduire des émissions chez les autres. Et enfin, le pilier C, c'est augmenter les puits de carbone. Ça, vous pouvez le faire dans votre chaîne de valeur uniquement dans certains cas de figure, si notamment vous êtes propriétaire foncier du secteur des terres, donc forêt ou enfin gestionnaire de forêt ou de terres agricoles. Vous pouvez augmenter, les gérer de façon un peu plus adéquate pour augmenter la photosynthèse, augmenter la captation de carbone, c'est possible. Malheureusement, ce n'est pas le cas de la plupart des entreprises qui ne possèdent pas dans leur chaîne de valeur ce type de foncier. Et dans ce cas-là, ce qu'on appelle la compensation ou la contribution carbone, pour dire contribuer à la neutralité carbone, c'est ce que vous avez ici en dehors de votre chaîne de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la compensation carbone, ça n'a aucune incidence sur la réduction de vos émissions de gaz à effet de serre.
Donc ça ne pourra jamais agir à la place de vos objectifs de réduction d'émissions. Et ça, c'est clé, c'est hyper important de l'avoir en tête. Si vous faites de la compensation carbone pour vous dire mon bilan carbone c'est 100, je vais acheter 10 crédits carbone, je reviendrai après sur ce que c'est qu'un crédit carbone, mais c'est la matérialisation de la compensation carbone. Donc de vouloir communiquer sur mes émissions de gaz à effet de serre c'est 90, c'est faux, physiquement parlant, et en plus c'est du greenwashing, donc c'est condamnable. Donc c'est pas à la place de la réduction de vos émissions, c'est je réduis vos émissions, c'est votre pilier A, et la contribution carbone, c'est vous aider à agir sur le pilier B, soit parce que vous n'arrivez pas à le faire dans votre chaîne de valeur, donc financer des projets qui permettent d'éviter des émissions de gaz à effet de serre, de réduire des émissions en dehors de votre chaîne de valeur, ou alors financer des projets qui vont permettre d'absorber du carbone, euh, essentiellement des projets fondés sur la nature, même s'il commence à exister des projets technologiques pour retirer du carbone de l'atmosphère, mais qui sont encore au stade de développement. Ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est ce que vous connaissez peut-être sur effectivement gérer durablement des forêts de façon à séquestrer plus de carbone ou gérer durablement des terres agricoles pour également par photosynthèse séquestrer plus de carbone. C'est là où vous pouvez agir pour avoir une stratégie climat globale qui repose donc sur ces trois piliers à votre niveau pour respecter l'accord de Paris et atteindre la neutralité carbone collective. N'hésitez pas surtout à m'interrompre au fur et à mesure si vous avez des questions sur ce que je vous explique ici. Donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrit la compensation carbone. Maintenant, si on rentre un peu sur la compensation carbone, et c'était la question que posait Valérie au début sur est-ce que vous avez une bonne ou une mauvaise image de la compensation? Très vite, très souvent, on dit compensation carbone ou crédit carbone égale greenwashing. C'est vrai dans beaucoup de cas de figure, donc c'est important de l'avoir en tête. Je vous ai mis ici quelques titres de presse sur tous les scandales qu'il y a eu ces derniers mois sur des projets de compensation carbone où finalement on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément d'impact positif sur le climat quand on regardait réellement, ou qu'il n'y avait pas de preuves en tout cas mesurables et vérifiables d'impact positif sur le climat, que dans certains cas de figure il y avait même un impact négatif ou un impact négatif sur les populations locales. C'est souvent des projets qui ont eu lieu dans des pays étrangers, en général en dehors du continent européen, qui sont un peu moins suivis et sur lesquels, effectivement, il y a eu beaucoup de scandales à juste titre, et c'est important de l'avoir en tête, parce que financer ce type de projet, ça n'a pas d'impact positif, ça a même un impact négatif. Le problème, c'est que ça a un peu jeté l'opprobre sur tous les projets qui ont, eux, pour le coup, un impact positif vérifié, mesurable, qui, effectivement, ont également lieu dans beaucoup de pays. C'est dans le cadre de au regard de ces scandales et dans le cadre de l'accord de Paris que la France a décidé de créer un label pour encadrer justement les projets de contribution carbone et les crédits carbone sur le territoire français. Pour donner confiance pour des entreprises comme vous qui voudraient agir pour le climat, qui voudraient agir en dehors de leur chaîne de valeur, en parallèle de leur stratégie de réduction d'émissions, mais qui ont peur de tomber dans le greenwashing. Et donc ce label bas carbone, c'est un cadre qui a été créé par le ministère de la Transition écologique et qui fait partie des objectifs de la stratégie nationale bas carbone. C'est grâce à ce label bas carbone qu'on va réussir à multiplier par 2 nos puits de carbone sur le territoire français. Qu'est-ce que c'est du coup que ce label? Ce label, en fait, il sert à générer ce qu'on appelle un crédit carbone. Un crédit carbone, c'est une tonne de CO2 ou de CO2 équivalent, parce qu'il n'y a pas que le CO2 comme gaz à effet de serre, qui a été soit séquestré dans les sols, soit réduite ou évitée sur un projet. Donc c'est un instrument de mesure et de monétisation de l'impact carbone. Quel est l'intérêt du label bas carbone par rapport à d'autres labels? Déjà, donc, il est sous la tutelle du ministère de la Transition écologique. Il est géré, tous les projets qui sont gérés par le label bas carbone sont gérés par les directions régionales de l'environnement. Donc, au niveau de chaque région, ils sont instruits par les directions régionales de l'environnement. Donc, c'est un labellisateur qui n'est pas privé et qui est indépendant. Le label bas carbone ne gagne pas d'argent à émettre des crédits carbone, contrairement au standard privé. Donc, il n'est pas jugé parti. S'il estime qu'un projet ne générera aucun crédit carbone, il n'a pas le couteau sous la gorge pour décerner des crédits carbone. Le deuxième point, c'est la rigueur scientifique des méthodes de calcul qui permettent de mesurer l'impact des tonnes séquestrées ou des tonnes réduites sur un projet forestier ou sur une exploitation agricole. Ce label, il est poussé par l'ADEME et dans chaque secteur d'activité, les secteurs notamment forestiers ou agricoles, ce sont des collèges d'experts qui ont travaillé ensemble sur des méthodes qui sont publiques pour permettre de savoir quel type de pratique permettra de séquestrer du carbone dans les sols. En l'occurrence, sur les sujets agricoles dont nous on s'occupe chez Resols, ce que je connais mieux du coup, c'est notamment l'INRAE, donc l'Institut national de recherche agricole. C'est notamment Arvalis, c'est notamment donc différents collèges d'experts, privés et publics et parapublics, qui ont travaillé sur ces méthodes et qui ont été soumis à enquête publique pour être validés.
Et donc les méthodes de calcul, tout le monde peut y avoir accès. Vous allez sur le site du label bas carbone, vous cherchez une méthode et vous allez découvrir un fichier PDF avec le détail de comment sont calculées les réductions d'émissions et la séquestration de carbone. Cette transparence, elle est clé pour que les projets soient crédibles. Le troisième point clé du label bas carbone, c'est la vérifiabilité et la permanence de chaque projet, qui est garantie par un audit imposé sur les projets. Un audit indépendant. Donc des cabinets comme Ecocer, comme Contrôle Union, comme Bureau Veritas, comme plein d'autres. Je fais de publicité pour un cabinet plus qu'un autre. Mais va venir sur le projet en question et va venir constater tout ce qui a été mis en place et vérifier que c'est conforme à la méthode de calcul. Et que du coup, ça va permettre de certifier chaque tonne de CO2 qui aura effectivement été séquestrée ou réduite sur un projet forestier ou sur une exploitation agricole. L'auditeur, il se déplace pas au début du projet, mais une fois que le projet a été mis en place. Donc au début du projet, le projet obtient le label bas carbone pour dire oui, nous, Direction régionale de l'environnement, nous avons instruit ce que vous souhaitez mettre en place sur ce projet. Et si vous le mettez en place, ça devrait, c'est bien du conditionnel, séquestrer tant de tonnes de carbone ou réduire tant de tonnes de carbone. L'auditeur, il vient voir une fois que le projet a été mis en place, et il vient certifier que ce qu'on a dit a bien été mis en place, et il vient calculer à la tonne près chaque tonne qui aura été séquestrée ou qui aura été réduite sur le projet. Et enfin, ce qui est clé, c'est l'unicité des crédits carbone générés. Ce qui génère beaucoup de scandales, c'est en fait qu'est-ce qui vous prouve si vous allez planter un arbre au Brésil ou à Madagascar, que cet arbre, il n'a pas été vendu à une autre entreprise et que vous n'êtes pas deux à financer un même projet sans savoir vraiment où va l'argent. Les directions régionales de l'environnement tiennent un registre des financeurs. Et donc, chaque financeur, entreprise, va être inscrit dans ce registre national, géré au niveau de chaque région, mais du coup qui derrière est consolidé au niveau national, pour savoir quel crédit carbone a été vendu à quelle entreprise. Et il est strictement interdit et impossible de revendre ce crédit carbone. Donc il n'y a pas de spéculation possible, ce n'est pas devenu un instrument financier en se disant moi j'anticipe le fait que le crédit carbone va augmenter dans 10 ans et donc je vais en acheter maintenant pour les revendre. Non, le but c'est qu'un crédit carbone finance un projet. Donc une seule transaction autorisée d'un financeur vers un projet qui a besoin de ce financement pour pouvoir le mettre en place et pour pouvoir avoir cet impact positif pour le climat. Donc voilà ce que c'est que le label bas carbone, qui a été créé en 2019, donc dans la foulée de l'accord de Paris, dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, et dont les différentes méthodes de calcul, les différentes méthodes sectorielles, forestières, agricoles, et maintenant ça se développe même dans le bâtiment et dans différents secteurs, sont toujours en cours de développement, évoluent et s'agrandissent au fur et à mesure de façon à répondre aux enjeux climatiques de la France. Qu'est-ce que c'est du coup en quelques mots un crédit carbone? J'en ai un peu parlé. Un crédit carbone, c'est une tonne de CO2 réduite, évitée ou séquestrée. Et il y a 5 grands critères à avoir en tête pour des crédits carbone de qualité. Le premier, c'est garantir l'additionnalité. Donc le label bas carbone en France garantit tous ces critères. Mais si vous voulez agir dans d'autres pays ou dans d'autres cadres que le label bas carbone, ayez bien en tête ces 5 critères et posez la question aux opérateurs avec qui vous êtes en discussion. Comment prouver l'additionnalité? L'additionnalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut déjà dire climatique, ça veut dire qu'on ne rémunère pas une rente, finalement quelque chose qui captait déjà du carbone, on rémunère une amélioration. En quoi le projet va permettre de capter une ou plusieurs tonnes de CO2 additionnelles ou de réduire ou éviter une ou plusieurs tonnes de CO2 additionnelles. Et on s'assure bien que ce n'est pas une obligation réglementaire. On ne rémunère pas quelqu'un qui se conforme juste à la réglementation. Le deuxième point, l'additionnalité financière, ce n'est pas une obligation, c'est demandé dans le cadre du label bas carbone, ce n'est pas demandé dans le cadre de tous les projets carbone, mais je vous recommande de poser également la question, c'est est-ce que le projet a une rentabilité financière en soi? Est-ce qu'il y a une additionnalité financière? Si le projet il est viable économiquement, il n'a pas besoin de votre financement. Il n'a aucunement besoin de votre financement carbone. Normalement, un projet carbone, si vous financez un projet forestier ou agricole, le projet n'a pas de rentabilité économique en soi sans l'aide de votre financement. Et donc, il ne serait pas mis en place sans les crédits carbone qui permettent de le financer et de le mettre en place. Le deuxième point, c'est la mesurabilité. Donc, c'est les méthodologies. J'en ai parlé notamment dans le cadre du label bas carbone, qui soient reconnues au niveau international, qui reposent sur des études scientifiques. Le label bas carbone, ça repose sur les rapports du GIEC. Donc, il y a 170 pages sur des méthodes grande culture en agriculture que vous pouvez lire, qui expliquent comment sont calculés tout ça. Ça repose sur des méthodes scientifiques. Et ça, c'est clé, cette mesurabilité. Le troisième point, c'est la permanence, que cet impact soit permanent, que le carbone qui a été séquestré ne soit pas déstocké, que les émissions qui ont été réduites ne finissent pas par finalement être réémises 2 ans plus tard. Le quatrième point, c'est l'unicité. C'est ce que j'ai un peu mentionné tout à l'heure, c'est qu'un même crédit carbone ne soit pas vendu à 2 acheteurs différents, donc on ait une traçabilité. Et c'est lié au cinquième point, qui est la transparence et la vérifiabilité, qu'il y ait des audits externes, demandez qui vérifie l'impact des projets carbone qui vous sont proposés, qu'il y ait bien un organisme externe et assermenté
qui viennent vérifier l'impact de chaque tonne et que ce processus-là soit encore une fois enregistré dans un registre public et vérifiable auquel vous avez accès. Ces 5 critères sont clés pour qu'il n'y ait pas de greenwashing sur les projets que vous financez. Donc pour résumer, il y a un peu 2 façons de faire du greenwashing en compensation carbone. Soit, ce que j'expliquais au tout début, vous mettez en place de la compensation carbone, mais vous n'avez pas commencé par mesurer vos propres émissions et définir votre stratégie de réduction d'émissions. Ce qu'ont fait beaucoup d'acteurs internationaux, notamment dans le secteur aérien, c'est du greenwashing, parce que vous n'avez pas appliqué le pilier A, de réduire vos propres émissions. Ou alors, vous ferez du greenwashing si certes vous avez mesuré vos émissions et défini une stratégie de réduction de vos propres émissions, mais vous financez des projets qui ne sont pas vérifiés, vous n'avez aucune preuve de l'impact carbone de ce qui est mis en place. C'est souvent des projets pas très chers, un peu opaques au bout du monde. Et donc, dans ce cas-là, c'est également du greenwashing. Ça va être très mauvais pour votre image et ça va surtout être très mauvais pour le climat parce que vous allez avoir aucun impact positif sur ce que vous mettez en place et même dans certains cas, un impact négatif qui peut être, à défaut d'être climatique, être un impact social ou sociétal sur les populations locales. Il y a une question qui m'est souvent posée, c'est combien ça coûte un crédit carbone? C'est un peu la question, la fameuse question. Des crédits carbone, moi je peux vous en trouver à 3 euros et à 500 euros la tonne. Généralement, moins c'est cher, moins ça respecte les 5 critères que je vous ai mentionnés juste avant. Qu'est-ce qui définit le prix d'un crédit carbone? Déjà, je ne sais pas si vous voyez suffisamment la slide, parce que c'est pas écrit en très gros, mais je vous enverrai cette présentation. Le prix minimum d'un crédit carbone, ça dépend de plusieurs facteurs sur la durée du projet. Ça dépend des investissements nécessaires pour le mettre en place. Donc le terrain, les infrastructures, des machines, des études préalables. Ça dépend du coût en lui-même du projet, des opérations. Combien ça coûte pour un agriculteur de changer de pratique. J'y reviendrai tout à l'heure avec un exemple. Combien ça coûte sur un projet forestier de replanter différentes espèces, de gérer durablement la forêt. Donc vraiment le coût en lui-même du projet. Les consommations éventuelles liées au projet. Le manque à gagner éventuel lié au changement de pratique mis en place sur le projet. Combien ça coûte tout ce qui va être certification et audit pour faire vérifier ce qui est mis en place. Et à tous ces coûts, il faut soustraire les éventuels revenus additionnels générés par le projet. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, dans l'additionnalité financière, qui à mon sens est clé, il faut quand même vérifier que ce projet ne génère pas plus de revenus que ce qu'il en coûte. S'il génère plus de revenus que ce qu'il en coûte, il n'y a pas besoin d'un financement carbone. Et donc, c'est ce coût global net des revenus, divisé par le nombre de tonnes de gaz à effet de serre qui vont être réduites, évitées ou séquestrées, qui donne le prix minimum, je dis bien le prix minimum à la tonne. C'est-à-dire qu'en dessous de ce prix-là, de toute façon, on ne pourra pas mettre en place le projet. On va manquer de financement. Mais il y a d'autres éléments qui s'ajoutent à ce prix plancher finalement du crédit carbone, qui sont soit propres au projet, et qui sont un peu plus, je dirais, qualitatifs, qui ne sont pas toujours aussi facilement mesurables, qui sont la zone géographique, qui sont la certification, c'est-à-dire la difficulté d'obtenir la certification, est-ce que vous êtes dans le label bas carbone ou dans d'autres labels, qui sont le type d'activité, j'y reviendrai pour ce que je connais, là je vais forcément parler de ce que je connais, mais les projets agricoles, ça coûte assez cher à mettre en place pour un agriculteur, et je vous expliquerai pourquoi juste après. Est-ce qu'on est sur de la séquestration ou sur de l'évitement? Il y a des projets carbone, par exemple, qui peuvent être liés à la mise en place de projets d'électricité verte, d'éoliennes. C'est très intéressant, c'est plus des émissions évitées que c'est pas des émissions séquestrées. Vous ne retirez pas du carbone de l'atmosphère. En revanche, vous émettez de l'énergie moins carbonée, donc ça peut générer du crédit carbone. Ça coûte généralement un peu moins cher parce qu'il y a aussi des revenus additionnels liés à ce qui est mis en place que de la séquestration de carbone qui est essentiellement liée à la photosynthèse ou qui commence à être liée maintenant, même si ce n'est pas encore vraiment au point, à des projets technologiques pour retirer du carbone de l'atmosphère. Ce qui va également définir le prix d'un crédit carbone, c'est tous les co-bénéfices sur lesquels je reviendrai également hors carbone. Un projet finalement de compensation ou de contribution carbone, souvent ça n'a pas qu'un impact sur le carbone. Ça peut avoir un impact sociétal, social sur les populations locales. Ça peut avoir un impact sur la biodiversité, sur les ressources naturelles. Je vous les présenterai juste après. Mais plus ça a d'impact sur un ensemble d'éléments, plus aussi ça coûte cher à mettre en place et surtout plus c'est intéressant et valorisable pour vous. Donc ce qui génère aussi plus de demandes pour ce type de projet. Les facteurs de plus externes au projet, bon, il y a la loi de l'offre et la demande, forcément. S'il y a plus de demandes et on anticipe que dans les années à venir, il risque d'y avoir de plus en plus d'entreprises qui vont commencer à s'intéresser à ce pilier de la séquestration de carbone pour avoir une stratégie climat globale, pour atteindre ces enjeux de neutralité carbone, donc une augmentation de la demande. Ça dépend forcément du volume de crédit également acheté ou généré par le projet. Mais ce qui est important à avoir en tête, c'est que ça dépend aussi, et c'est un gros point d'intention sur lequel j'attire votre attention, du nombre d'intermédiaires et de commissions de chacun. Si vous achetez des crédits carbone, demandez à votre interlocuteur où va l'argent. C'est clé. Combien d'argent va directement sur le projet? Est-ce que vous parlez à un développeur de projet? Est-ce que vous parlez à une marketplace, à un broker, à quelqu'un qui en fait vous propose des projets, qui vous vend des crédits carbone, mais qui n'a jamais vu
qui n'a jamais été mettre un pied dans le projet forestier en question ou rencontrer l'agriculteur que vous soutiendriez, plus il y a d'intermédiaires, plus c'est cher parce que plus il y a de commissions d'intermédiaires à rémunérer. Donc moins votre investissement, moins l'impact de votre investissement pour le climat est efficace, parce que vous allez payer parfois 40, même 50% de commission, c'est-à-dire que sur ce que vous payez sur le prix d'achat du crédit carbone, seulement 50 à 60% va vraiment financer le projet, le reste va financer les intermédiaires. Donc posez cette question-là, demandez de la transparence sur où va votre argent et limitez au maximum le nombre d'intermédiaires. Essayez de passer par des développeurs de projets, des gens qui sont en direct avec le projet forestier ou en direct avec l'agriculteur dans le cadre de projets agricoles. C'est hyper important et en plus, ça réduira pour vous le prix d'achat du crédit carbone et vous aurez beaucoup plus d'impact et de transparence sur ce qui est mis en place sur le projet. Il existe malheureusement trop de projets où il y a trois, alors en France, heureusement un peu moins, on est un maximum à trois intermédiaires, même si c'est déjà beaucoup. Je vous conseille le circuit court. Sur des projets étrangers, vous pouvez avoir 5 intermédiaires. Vous savez même plus qui vous rémunérez. Et d'ailleurs, souvent, on est incapable de vous dire comment se répartit l'argent. Vous avez ce droit, comme à chaque fois que vous faites un projet pour vous, chez vous, dans vos investissements, dans vos activités, de savoir où va l'argent. C'est un minimum qui doit vous être dit par le prestataire avec lequel vous passez. Donc, c'est ces éléments-là qui définissent le prix d'un crédit carbone et qui expliquent que ça varie. En moyenne, dans le cadre du label bas carbone sur les projets en France, on était en 2023 à 40 € la tonne, toutes méthodes confondues. Pour les projets forestiers, qui sont un peu moins chers à mettre en place, j'y reviendrai après, on était plutôt autour de 32-33 €, entre 30 et 35 € la tonne, en moyenne, en France, en 2023. Sur les à peu près 400 000 ou 500 000 tonnes, je vous donne, il y a un rapport qui sortira en novembre de la plateforme Info Contribution Carbone, qui est une plateforme du GRS, le GRS étant lui-même géré par l'ADEME, enfin sous la tutelle de l'ADEME, qui sort des études à laquelle nous on participe parce qu'on est un acteur du label bas carbone, en interrogeant tous les acteurs. Et donc en forêt, il y a un peu moins de 500 000 tonnes, 490 000 tonnes à peu près, qui ont été achetées dans le cadre du label bas carbone l'an dernier, en 2023. Pour un prix moyen, donc comme je dis, autour de 30-35 €. Il y a beaucoup plus de tonnes au niveau global, toutes méthodes confondues. En moyenne, on était à 40 €, toutes méthodes confondues. En agriculture, on était plutôt entre 45 et 50 €. J'y reviendrai après avec ce qu'on fait nous en agriculture. Donc voilà, il faut l'anticiper aussi dans vos budgets. Agir en France, c'est forcément beaucoup plus cher qu'agir à l'étranger. Mais c'est local et ça a du sens. Justement, comment choisir ces projets de contribution carbone? C'est la question qui était posée un peu juste avant. Ce que je disais, agissez sur les territoires où vous développez vos activités. Donc en France, j'imagine notamment, pas forcément qu'en France, si vous avez des activités dans d'autres pays, essayez d'agir dans ces pays en question, parce que c'est là où sont vos clients, parce que c'est là où sont vos fournisseurs, et parce que c'est là où vous avez une empreinte physique. Donc la logique, c'est d'agir là où vous avez vos empreintes physiques. Parce qu'encore une fois, dans les projets carbone, vous allez certes agir sur le carbone qui a un impact global au niveau mondial, mais vous allez agir sur des co-bénéfices. C'est le deuxième point. Et c'est ce qui fait partie, c'est des critères à prendre en compte dans le choix de vos projets. Des co-bénéfices au-delà du carbone qui, eux, sont généralement locaux. Et donc, qui sont une façon d'agir et d'apporter à votre territoire, sur votre territoire d'activité. Quels sont ces co-bénéfices? Je vais détailler en quelques mots pour ne pas passer trop de temps. C'est notamment des co-bénéfices économiques. Alors, ça peut être lié au fait de permettre de produire de l'énergie bas carbone sur le territoire, de nouveaux aliments qui ne seraient pas produits, une nouvelle filière alimentaire ou de nouveaux matériaux, notamment pour tout ce qui est construction, de développer des filières de matériaux bas carbone. Ça va être également de permettre la résilience des récoltes en agriculture, de s'assurer d'avoir une meilleure adaptation au changement climatique ou de l'atténuation du changement climatique. Ça peut être des co-bénéfices sociaux, de la formation, du développement humain, de la coopération, de l'amélioration de cadre de vie pour des populations locales. Ça peut être de la résilience, donc de mieux résister, voilà, ce que je disais, aux tempêtes, aux ouragans, aux inondations, donc de l'adaptation au changement climatique. Ou ça peut être des services écosystémiques, notamment sur les ressources naturelles et sur la biodiversité. Quels impacts ça va avoir sur la biodiversité souterraine, aérienne, sur les abeilles, sur les pollinisateurs de façon générale, sur la consommation d'eau, sur la pollution de l'eau, la pollution de l'air, la régénération des sols, tout un ensemble d'éléments, demandez, posez les questions et demandez quels sont les chiffres d'impact qui permettent de vérifier ça. Qu'on ne vous dise pas ça agit sur la biodiversité sans être capable de vous le prouver. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que c'est également souvent, notamment tout ce qui est agroécologie et projets forestiers gérés de façon durable, ça n'agit pas que sur le carbone, ça agit également sur ces critères-là. Et donc ça, c'est du local, c'est pour ça que je disais, faites-le là où vous avez une activité, parce que forcément, votre activité, elle a des aspects évidemment très bénéfiques, qui soient pour l'économie, pour l'emploi, et même dans certains cas pour l'environnement, mais elles ont aussi, comme elles ont une empreinte physique, elles ont nécessairement, si une empreinte, qui dit empreinte physique, dit artificialisation des sols pour installer votre usine ou vos bureaux.
Donc, agir en local sur des co-bénéfices qui permettent de réduire l'érosion des sols, de protéger les sols, de les régénérer, ou votre activité, peut-être qu'elle consomme de l'eau ou qu'elle pollue l'eau pour une raison X ou Y. Donc, agir sur des projets qui permettent également d'agir positivement sur l'eau, c'est cohérent avec votre activité. Donc, cherchez des co-bénéfices qui sont cohérents avec votre activité. Pas forcément dans votre chaîne de valeur, ça risque d'être compliqué, mais en tout cas qui agissent sur l'eau si vous avez un enjeu sur l'eau, qui agissent sur les sols si vous avez un enjeu sur les sols, qui agissent sur la réduction de la pollution de l'air si votre activité émet des éléments qui agissent négativement sur la pollution de l'air. Ce sera plus cohérent quand vous l'expliquerez, ce sera plus compréhensible pour vos collaborateurs et ce sera plus clair dans votre communication parce que ce qui compte dans la contribution carbone, c'est de communiquer clairement sur ce que vous financez, pourquoi et où ça se situe et quels impacts ça a. Quel bénéfice tirer de la contribution carbone pour vous, indépendamment de rendre service à l'environnement, de tout ce qu'on a vu juste avant? C'est aussi pour vous une façon d'améliorer 3 points, votre image d'entreprise. Alors, en achetant notamment en France votre image publique, c'est également une façon de faire de la rétention de vos collaborateurs, notamment, mais pas que, les plus jeunes générations qui sont assez sensibles à l'engagement de votre entreprise sur ces sujets-là. Donc, communiquer et essayer de les engager dans vos actions, essayer de les emmener voir vos actions, vos projets forestiers, agricoles, les emmener visiter ce que vous faites. Et c'est également une différenciation par rapport à vos concurrents. Ce qui est lié au point que je vais directement à droite, d'assurer le développement de l'entreprise à long terme, c'est souvent un accès au marché. Dans les appels d'offres publics, il est maintenant quasiment systématiquement demandé, un, comment vous réduisez vos émissions, parce que c'est le premier pilier, et deux, comment vous compensez vos émissions résiduelles que vous ne pouvez pas réduire, par quel type de projet. Donc si vous ne le faites pas, c'est des points en moins dans le cadre d'appels d'offres, donc c'est aussi un développement de business. C'est aussi un accès au financement. Il y a certains prêts ou certaines conditions de financement d'investisseurs qui dépendent de différents critères liés à l'environnement. Évidemment, pas que propre à la contribution carbone, mais la contribution carbone est un des piliers ou une des questions qui vous est demandée dans ces accès au financement pour obtenir des prêts ou pour obtenir pour faire venir des investisseurs. Et donc, ces accès au marché privé, aux appels d'offres publics, ce que je mentionnais à côté, dans les appels d'offres publics, c'est quasiment systématique. Dans les marchés privés, c'est également un élément de différenciation à offre égale, à prix égal sur ce que vous proposez par rapport à vos concurrents. Et enfin, c'est une façon d'ancrer votre entreprise sur votre territoire. C'est pour ça que je parlais d'agir en France. Moi, je vous conseille même d'agir de façon régionale, voire départementale, à quelques kilomètres de chez vous. C'est là où vous avez le plus d'impact parce que vos collaborateurs, quand ils viennent au bureau, ils passent devant parfois, ou ils habitent même dans les régions à côté, enfin dans les villes à côté de là où vous faites le projet. C'est beaucoup plus parlant. Ça permet d'avoir une acceptation locale aussi de votre activité. Parfois, il peut y avoir des débats sur l'empreinte de votre activité, notamment quand elle est industrielle. C'est une façon de montrer que vous rendez localement au même endroit que là où vous faites votre activité. Vous essayez de rendre positivement, d'avoir un impact positif sur votre territoire. Et c'est également aussi des relations avec les élus locaux, politiques, de montrer également que vous êtes un acteur de votre territoire. Voilà ce que je voulais vous dire sur la contribution carbone. Je vais aller très vite sur ce qu'on fait nous chez Rissol, parce qu'on est donc un acteur. On est, nous, un développeur de projets. On fonctionne sans intermédiaire. On est en circuit court. On est un développeur de projets agricoles. Donc, on fonctionne dans le cadre du label bas carbone exclusivement, en France, dans toutes les régions de France. Et on a une équipe d'agronomes en interne qui accompagne les agriculteurs. Et on accompagne également nous-mêmes nos clients entreprises qui, du coup, veulent contribuer à la neutralité carbone, acheter des crédits carbone certifiés par le label bas carbone, en soutenant des projets de transition agricole qui permettent de capter du carbone dans les sols. Et donc, on fait toute la chaîne, comme vous le voyez là, on démarche les agriculteurs, on fait avec eux le diagnostic carbone, on a un outil logiciel certifié conforme par le label bas carbone, par un auditeur indépendant pour pouvoir mesurer les impacts de séquestration de carbone des différentes pratiques agricoles mises en place. On s'occupe de la labellisation, on est mandataire du label bas carbone, on s'occupe du suivi de nos projets avec nos agriculteurs via nos agronomes, et on vend du coup en direct. On a fait le choix de ne pas passer par des intermédiaires pour vendre nos projets, pour justement, ça fait partie de notre mission d'entreprise, on est une entreprise à mission, pour mieux rémunérer l'agriculteur en limitant les commissions d'intermédiaires, et pour vous, en tant qu'entreprise, maximiser l'impact de votre investissement en éliminant également les commissions de marketplace ou de brokers qui pourraient décider de nous demander de vendre nos projets carbone sur le territoire. En 2 mots, qu'est-ce qu'on propose aux entreprises? On propose de vous aider à définir vos objectifs de contribution carbone. Je ne détaillerai pas ici, mais on est capable de vous aider à définir des plans de contribution, de la même façon que vous allez définir des plans de réduction de vos propres émissions, avec des cabinets spécialisés, ce n'est pas notre métier, dans votre chaîne de valeur. Nous, on est capable de vous aider à définir des objectifs, comment calibrer les volumes de contribution carbone à court, moyen et long terme. Aujourd'hui, il n'est absolument pas nécessaire ni recommandé, ce serait du greenwashing, de compenser 100% de vos émissions scope 1, scope 2, scope 3. Si vous faites ça, c'est que vous ne mettez pas assez d'investissement sur la réduction de vos propres émissions. En revanche, il est recommandé par l'ADEME de commencer à agir dès aujourd'hui sur une partie de vos émissions
Le but, ce sera plutôt en 2050 d'agir à 100% pour chaque émission, d'avoir une séquestration de carbone. Mais ce sera plus facile parce que vous aurez beaucoup moins d'émissions en 2050 si vous les réduisez qu'aujourd'hui. Ce sera aussi moins cher. On vous aide à sélectionner des projets cohérents avec votre activité. Donc, en local, nous, en moyenne, nos projets ils sont à moins de 30 km de chez nos clients. Dans certains cas, notre record aujourd'hui est de 3 km. On essaie de faire mieux, mais c'est compliqué. Donc, on est très, très content de proposer cette proximité et dont les co-bénéfices sont cohérents avec votre activité. J'y reviendrai. Donc, de proposer des projets locaux autour de chez vous, de créer du lien avec l'agriculteur. Comme on est en circuit court, on vous propose de venir visiter la ferme, c'est inclus dans ce qu'on propose, de rencontrer l'agriculteur, d'emmener vos collaborateurs. Et on vous propose un atelier de sensibilisation sur ce qui est mis en place sur les sujets agriculture, climat et biodiversité. Et enfin, on vous propose de suivre, d'avoir de la transparence, même à distance. On a développé une plateforme où vous avez des photos, des vidéos qui vous expliquent qu'est-ce qu'on fait avec votre argent sur la ferme, l'agriculteur qui présente son projet. Tous les trimestres, vous recevez un rapport de projet avec des photos de ce qui a été mis en place au cours des 3 derniers mois, des explications de notre agronome qui suit le projet, pour que vous sachiez exactement en toute transparence ce qui se passe sur cette ferme, en plus évidemment de KPIs et d'éléments de communication. On vous accompagne sur votre communication pour que vous ne tombiez pas dans le greenwashing non plus sur vos projets. Concrètement, un exemple. J'ai pris un exemple d'un de nos clients, c'était à Rinery-du-Bois, parce que je me suis dit que ça représentait peut-être un peu le type d'entreprise que vous êtes vous. C'est une ETI familiale qui a 200 ans, de 200 collaborateurs, qui fait partie des leaders européens. Ils font à peu près 120 millions de chiffre d'affaires. C'est un leader européen de la fabrication d'esters pour l'agroalimentaire, la cosmétique, la pharmacie. Donc, c'est de la chimie du végétal. Ils ont un laboratoire à Poitiers. Et ils soutiennent notamment un projet à Poitiers, la ferme d'Augustin, qui est située à 25 km de leur laboratoire. Ils ont financé en 2023, et là ils vont recommencer, 2000 crédits carbone, donc 2000 tonnes CO2 équivalent, sur le projet d'Augustin pour contribuer à la neutralité carbone. Sur ces 2000 tonnes, il y en a exactement 1900 qui sont de la séquestration de carbone dans les sols de la ferme d'Augustin et 100 qui sont de la réduction d'émissions de gaz à effet de serre sur la ferme d'Augustin. Ils ont fait ça après avoir commencé en 2019 à définir leur stratégie de réduction de leurs propres émissions. Ils veulent s'inscrire dans le cadre de l'accord de Paris et donc avoir une stratégie de réduction de leurs émissions et de contribuer à la neutralité carbone à hauteur d'un certain scope qui n'est pas du tout la totalité de leurs émissions, loin de là, mais qui est donc cohérent avec les recommandations de l'ADEME. Et je vais vous expliquer ce qui a été mis en place. Vous voyez ici en photo, en octobre 2023, ils étaient venus, alors là c'est une photo que du COMEX, qui était venu visiter la ferme d'Augustin, la direction générale. Et en février dernier, en début d'année, on était venu à un séminaire de leur leadership team où il y avait les 30 dirigeants des principales BU pour expliquer, Augustin qui était là avec la directrice RSE de la Stérinerie du Bois, expliquer dans leur bureau à quoi servait leur financement et ce qui était mis en place sur la ferme d'Augustin. Le partenariat est tellement loin, ça on trouve ça toujours assez intéressant, c'est anecdotique mais c'est toujours intéressant. Augustin, il fait de l'élevage de volailles en plein air et donc il vend ses poulets aux collaborateurs de l'entreprise le samedi qui habitent à moins de 10 km de chez lui. Il a aussi un partenariat avec le CSE de l'entreprise. Donc, c'est le lien qui s'est créé sur le territoire en local. Les collaborateurs ont beaucoup aimé ce projet et donc maintenant, on l'appelle directement pour acheter leur poulet. Ça passe évidemment pas par nous et c'est anecdotique, mais c'est pour expliquer que ça va au-delà du carbone et du climat. C'est un lien social qui se recrée sur le territoire. Qu'est-ce qu'on a mis en place sur ce projet d'Augustin, pour être concret? C'est un projet qui, au total, sur les 5 ans, c'est pour ça que la Stérinerie du Bois va continuer à le financer cette année, va permettre de séquestrer ou éviter 6025 tonnes équivalent CO2. C'est énorme. C'est énorme. Pourquoi? C'est que c'est une amélioration du bilan carbone net de la ferme. Pourquoi je dis bilan carbone net? C'est un peu un abus de langage par rapport à la méthode bilan carbone. C'est pas la méthode bilan carbone. C'est ici, on va dire quelles sont les émissions de la ferme et quelle est la séquestration de carbone de la ferme. Une ferme, comme une forêt, contrairement à une entreprise, peut séquestrer du carbone par photosynthèse. Ici, vous voyez une amélioration de 124%. Vous allez me dire comment on peut améliorer de plus de 100%. C'est que la ferme émettait avant chaque année 1205 tonnes de CO2 équivalent, enfin un peu plus, d'ailleurs 1300, pardon, et va devenir stockeuse nette. L'amélioration va être de 1205 entre les deux. Stockeuse nette, c'est qu'elle va stocker plus de carbone qu'elle n'en émet chaque année. La différence entre les deux, c'est donc 1205 tonnes par an en moins, et c'est 1205 tonnes sur 5 ans qui génèrent 6025 tonnes sur 5 ans de crédit carbone et donc de carbone séquestré ou évité sur la ferme d'Augustin. Donc c'est un projet où on va très loin d'un point de vue agricole, d'un point de vue agroécologique. Qu'est-ce qu'on met en place pour que vous compreniez comment on capte du carbone en agriculture? On a développé ce qu'on appelle des couverts végétaux en interculture. Pour donner un exemple, un agriculteur qui fait du blé, puis qui va semer de la betterave sur sa parcelle, la moisson du blé, c'est l'été. C'est généralement fin juillet, en juillet, début août.
Et le semis de la betterave, on sème la betterave pardon, en mars. C'est ce qu'on appelle une culture de printemps. Ce qui se passe, si je simplifie un tout petit peu, c'est qu'entre août et février, à quelques exceptions réglementaires près, la parcelle va rester à nu. C'est ce que vous voyez en hiver quand vous baladez dans les campagnes françaises, vous voyez des terres labourées. Si elles sont labourées, il y a de l'érosion des sols, il n'y a pas de biodiversité, et surtout, il n'y a pas de photosynthèse, puisqu'il n'y a rien qui pousse. Donc, on va semer des cultures en interculture qui n'ont aucune valorisation économique pour l'agriculteur. C'est pour ça qu'il ne le fait pas naturellement. Il y a ce besoin, il y a cette additionnalité financière, parce que ces cultures ne vont pas être récoltées et vendues. C'est des cultures qui vont pousser, qui vont capter du carbone, et qui vont ensuite soit être gélives, donc être détruites par le gel, soit qui vont être broyées et détruites par l'agriculteur avant de semer la betterave. Le but, ce sera de restituer les résidus de culture pour que ces cultures pourrissent et que la partie aérienne de la plante, le carbone qui est dans la partie aérienne de la plante, rentre également dans le sol pour stocker du carbone. Bien évidemment, dans ce processus, une partie du carbone est relarguée dans l'atmosphère. Mais environ, en fonction des espèces qui sont mises en place, environ 15% du carbone total séquestré va rester dans le sol, entre les racines et la partie aérienne qui va pourrir et qui va rentrer dans le sol. Donc c'est une façon de capter du carbone qui coûte de l'argent, parce que ça coûte le temps de travail en plus pour semer ces cultures-là, les semences supplémentaires à acheter pour les implémenter, et pas de valorisation directe économique pour l'agriculteur. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de ce financement additionnel, et c'est comme ça qu'on a notamment capté beaucoup de carbone ici. L'idée, c'est de mettre des espèces notamment mellifères en plus pour favoriser la biodiversité, comme de la facélie ou de la luzerne, qui ont été mises en place sur la ferme d'Augustin. Donc c'est souvent un mélange d'espèces qui va pousser en interculture. On a également changé la forme d'engrais apportés sur la ferme d'Augustin. Les engrais en agriculture, c'est un gros sujet de gaz à effet de serre parce que si c'est des engrais chimiques à la fabrication, ça demande beaucoup de gaz, et même de l'hydrogène pour la fabrication, donc beaucoup d'énergie. Et une fois que c'est épandu sur le champ, ça génère du protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, c'est un gaz à effet de serre 265 fois plus puissant que le CO2 en termes de potentiel de réchauffement global. Donc le but, ça va être de limiter les engrais et de remplacer au maximum les engrais de synthèse, les engrais chimiques, par des engrais organiques. Ici, Augustin, il a introduit un petit atelier élevage au service de ces cultures. Donc cet atelier élevage lui permet d'utiliser le fumier de son élevage pour remplacer les engrais chimiques qu'il utilisait jusqu'à présent pour fertiliser ses cultures. L'autre intérêt de cet atelier élevage, c'est qu'il a, c'est le levier 3, diversifier ses cultures. Il fait un peu moins de blé qu'avant, donc ça lui rapporte moins parce que le blé, c'est ce qui rapporte le plus pour un agriculteur céréalier. Et il fait de la luzerne, il fait des pois protéagineux, il fait du lupin, il fait de la févrole. Et il se sert notamment, par exemple, de cette luzerne pour nourrir son bétail. Son élevage, il est en autonomie complète. Il n'apporte pas de soja issu de la déforestation brésilienne. Il se nourrit entièrement de ces cultures. Et c'est ce qui permet de donner un débouché à ces légumineuses qu'il a introduit en réduisant sa portion de blé dans sa rotation de culture. Ce qui est intéressant en plus avec ces légumineuses, c'est que ça sert ce qu'on appelle d'engrais vert. Les légumineuses, ça n'a pas besoin d'apport d'engrais supplémentaires pour pousser. Et ça fixe l'azote, qui est dans les engrais, qui est naturellement présent dans l'atmosphère, dans le sol, par un phénomène de symbiose avec une bactérie. Ce qui fait que ça restitue au sol de l'azote, et donc ça réduit également les besoins en azote et donc en engrais des cultures suivantes, du blé, de la betterave. On va mettre moins d'unités d'azote et donc on va réduire les émissions de gaz à effet de serre en réduisant les apports d'engrais. Le dernier point, c'est qu'on va réduire le travail du sol, il arrête complètement le labour pour passer en semi-direct. Le labour, ça perturbe le sol, ça génère plus d'émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de carburant, et ça peut également déstocker le carbone en perturbant le sol, et donc on va ici arrêter le labour. Je passe très vite, je suis au bout. Les co-bénéfices hors carbone, je vais très très vite, mais on a réduit les pesticides de 15%, on réduit la pollution de l'eau de 7%, liée notamment aux engrais azotés et aux fuites de nitrate dans l'eau, qui peuvent être responsables des phénomènes d'algues vertes. On réduit la consommation d'eau de 8% grâce à la diversification des cultures. On réduit l'érosion des sols de 18% et la consommation d'énergie fossile de 13%. Tout ça, c'est certifié, c'est vérifié également par l'auditeur. Ce qui n'est pas vérifié, c'est ce qu'on indique en plus, c'est qu'on augmente les haies sur l'exploitation et on met en place des espèces mellifères favorables aux pollinisateurs et aux abeilles sur cette exploitation-là. Donc voilà, nous, ce qu'on fait. On a plus de 40 entreprises qui nous font confiance depuis 3 ans, 29 000 hectares engagés dans une trajectoire bas carbone en France, 230 000 tonnes équivalent CO2 qui seront séquestrées ou évitées sur la seule base des projets déjà labellisés. On en a d'autres, ça c'est ceux qui sont déjà labellisés dans toute la France. Et ici, vous voyez quelques images de notre plateforme qui vous permettent de suivre les projets à distance. Je voulais faire un dernier petit focus parce que nous, on est un acteur agricole. Dans le label bas carbone, il existe d'autres exemples d'opérateurs qui sont eux spécialistes de la forêt. Il y a la Belle Forêt, il y a la Société forestière, il y a le CNPF. Renseignez-vous en fonction de ce que vous voulez mettre en place pour agir dans le cadre du label bas carbone. Ce que je vous recommande, le label bas carbone sur vos projets en France pour garantir un vrai impact sans greenwashing. Voilà, désolé, j'étais peut-être un peu plus long que prévu. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que ça a été clair et
que ça vous a un peu plus donné des informations sur ce qu'était que la compensation carbone.